Donc on va pouvoir démarrer. Bonsoir à tous, merci d'être là. En décembre, on avait fait un événement à peu près similaire, mais il faisait vraiment un temps de cochon. Le débat fut riche, mais là je note une corrélation entre l'affluence et la météo. C'est peut-être quelque chose auquel il faut réfléchir. Donc je vais faire un petit mot d'introduction hyper bref et puis un tout petit peu d'autopromo. Je suis désolé, c'est le prix à payer, mais je vais essayer d'aller vite. Donc je m'appelle David Marty, je suis l'un des associés d'Unknowns avec Henri Jantet et Ludovic Besset. Unknowns, pour ceux qui nous découvrent peut-être un peu ce soir, c'est un cabinet de conseil en stratégie et en innovation qui existe depuis un peu plus de 3 ans. Et qui fonde sa recherche de nouvelles opportunités de business pour des grandes entreprises, justement sur les sciences sociales. Alors, pourquoi en fait tout simplement parce qu'on croit profondément qu'innover, c'est tout simplement répondre à un problème dans la vie des gens. Ça semble relativement simple, mais c'est parce qu'on croit ça que du coup on fait nos propres études en conduisant nous-mêmes nos enquêtes anthropologiques sur différents domaines de vie pour essayer justement de bien comprendre quels sont les comportements et les besoins des gens globalement dans leur vie. Que l'on fait de la stratégie, c'est-à-dire qu'on essaie de combiner justement la compréhension de ses besoins avec ceux de l'entreprise pour essayer d'aligner ses intérêts, ceux des clients et ceux des entreprises. Que l'on fait du design, on invente des nouvelles solutions qui sont rendues possibles par la technologie et que l'on fait de la mise en œuvre en définissant, en accompagnant la mise en place de ces nouvelles solutions du petit test à petite échelle jusqu'à un déploiement plus important. Alors on fait tout ça, et c'est parce qu'on fait tout ça que on ne peut pas s'empêcher de s'intéresser à des choses aussi importantes que justement que sont les impacts que la révolution numérique a sur nos vies à tous, que ce soit pour se loger, pour faire ses courses, pour partir en vacances, pour gérer son argent ou encore pour travailler. Et ce soir, grâce à nos intervenants, et je les remercie évidemment d'être avec nous, on va essayer de creuser un sujet qui, je pense, nous interpelle tous, qui est ce fameux gros mot, le gros mot de l'intelligence artificielle. De comprendre surtout qu'est-ce qu'on devrait en faire et puis du rapport que cette intelligence artificielle devrait avoir avec la nôtre, frères humains que nous sommes. Alors, justement, pour répondre à l'ensemble de ces questions, je vais immédiatement laisser la parole à Henri, qui va animer ce débat de main de maître, n'en doutons pas. À toi. Bonsoir, donc moi je m'appelle Henri Jantet, j'ai la chance d'être avec ces 3 invités. Oui, on fait les enquêtes et du coup on a appris plein de choses sur plein de domaines et sur plein de pourquoi. En fait, en se posant toujours la question de pourquoi les gens font ce qu'ils font. Au long des enquêtes et des domaines de vie observés, on en a vu plein des raisons de faire des choses et on peut quand même que se rendre à l'évidence que le raisonnement humain, il est fondamentalement, globalement défaillant. On passe notre temps à prendre des décisions qui sont ni conformes à nos propres intérêts, ni conformes à ceux de la collectivité. On est plein de préjugés, de biais, mais on est aussi plein d'empathie, plein d'esprit de sacrifice. On est plein de choses formidables et de choses horribles à la fois. On passe notre temps à rester à découvert quand on a de l'épargne par ailleurs. On achète des canapés inconfortables juste parce qu'ils sont jolis. On ne quitte pas un travail dans lequel on ne s'épanouit pas. On ne prend pas nos médicaments alors qu'on sait qu'on en a besoin. Enfin, on fait plein de décisions comme ça, complètement absurdes. Nos raisons de faire les choses, elles ne sont pas souvent très rationnelles au sens premier du terme. Et c'est sans doute parce qu'on vit avec et pour d'autres gens. C'est-à-dire qu'on ne vit pas pour soi, on vit avec et d'autres gens. Et c'est finalement ces relations sociales qui finissent par définir nos propres décisions. Est-ce que c'est le meilleur conseiller? Je ne sais pas. Ça agace les économistes, en tout cas, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas forcément grave en soi, sauf quand il s'agit justement de conseiller les humains ou de prendre des décisions à leur place. Parce que là, tout d'un coup, il faut se reposer cette question de pourquoi les gens font ce qu'ils font et est-ce qu'il faut faire comme eux ou est-ce qu'au contraire il faut les améliorer. Et c'est bien le sujet de l'IA, puisque l'IA elle a cette promesse depuis qu'on a caché quelqu'un pour jouer aux échecs sous un mannequin et qu'aujourd'hui il y a des millions de gens qui dans leur cuisine ont un Amazon Echo, elle est toujours là pour m'aider à prendre des décisions, pour me conseiller. Et donc la question qu'on doit aborder ce soir, c'est bien la question de comment on doit prendre une décision et comment quelqu'un qui voudrait aider les humains ou les remplacer, ou
les améliorer, et c'est justement ce qu'on va aborder ce soir, doit le faire. On le voit bien dans le débat sur la voiture autonome, il y a Google essaye d'apprendre aux voitures à bien conduire, et il y a une autre approche qui est celle de George Hotz, qui a monté Comma.ai, vous irez voir si ça vous intéresse. Lui, il apprend au contraire à ses voitures à conduire comme des humains. Il dit le sujet, c'est pas qu'elles conduisent bien, c'est qu'elles conduisent comme les humains, et qu'elles soient donc prévisibles pour d'autres humains. Voilà, sans aller... et finalement, après, si on dit il faut apprendre à bien conduire aux voitures, c'est quoi bien conduire? Qui doit le décider? Est-ce qu'il faut tuer le piéton, le conducteur? Enfin, on arrive dans tous ces débats-là. Et sans aller aussi loin, finalement, dans quelle mesure nos réelles raisons de faire les choses doivent rentrer dans les algorithmes? Et c'est sans doute un peu là où on va toucher au fond du sujet, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'on doit intégrer notre humanité dans des algorithmes ou pas? Et d'abord, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Et est-ce que c'est déjà le cas? Finalement, parce qu'on peut soit se poser la question de comprendre effectivement pourquoi les gens font ce qu'ils font, ou alors on peut juste continuer à corréler sans se poser trop de questions. C'est-à-dire finalement, les gens qui ont acheté un frigo, ils ont aussi acheté un livre de Bourdieu, donc dès qu'on achète un frigo, boum, on vous recommande un livre de Bourdieu. Pourquoi pas? Au fond, on peut ne pas se poser la question de pourquoi y a-t-il un lien entre le frigo et le livre de Bourdieu. Moi, ça m'intéresserait de savoir quand même. Mais bon, là, finalement, la question, c'est une question... assez politique, c'est est-ce qu'elles, finalement, les intelligences, est-ce qu'elles ont vocation à nous améliorer ou est-ce qu'elles ont vocation à nous servir? Je vais arrêter de parler parce qu'en fait, vous n'êtes vraiment pas venus pour moi. On a de la chance d'avoir 3 invités de rêve pour parler de ce sujet-là, puisque ils sont tous les 3 dans ce sujet avec des angles un peu différents, mais néanmoins avec des points communs, dont celui, en tout cas, en particulier pour Pierre Sorel et Dominique Cardon, d'être à la croisée à la fois de l'intelligence artificielle comme mathématique et comme discipline humaine et humaniste. Donc Pierre Sorel, qui est à la croisée des mondes des sciences sociales et des mathématiques, est maître de conférence à la Sorbonne, chercheur et directeur de recherche en IA, mais aussi un ancien de l'EHESS. Big up à tous les sociologues de la salle. Il y a aussi donc au milieu Dominique Cardon, patron du Media Lab de Sciences Po, auteur de 2 livres importants, mais À quoi rêvent les algorithmes et la démocratie Internet, penseur critique de l'intelligence artificielle et sociologue aussi, ce qui le place un peu dans le témoin privilégié justement du sujet qu'on veut aborder ce soir. Et à côté de moi, Anne-Charlotte Cornu, qui est un témoin privilégié, on va dire, des débats sur la question de l'intelligence artificielle, puisqu'elle est un des rapporteurs du rapport Villani, après avoir travaillé chez Mille Merci et au Conseil supérieur du numérique. Donc sur un volet plus, on va dire, politique, institutionnel, et surtout avec du coup une vision un peu panoramique de ce qu'est l'IA aujourd'hui en France. Je voudrais qu'on commence par se replonger un peu dans l'histoire de l'intelligence artificielle. On a l'impression que c'est un truc à la fois très nouveau, mais en même temps c'est aussi très ancien. À la fois dans l'histoire et dans les controverses idéologiques qui ont toujours accompagné finalement l'intelligence artificielle, avec l'émergence d'une vision qui dit finalement ce que je disais, le jugement des hommes est fondamentalement faillible, voire défaillant. Finalement les machines peuvent nous remplacer, doivent nous améliorer, doivent nous rendre meilleurs. Peut-être que Dominique, qui a pas mal écrit sur le sujet de l'histoire, et Pierre aussi d'ailleurs, qui connaît bien le sujet de l'histoire, pouvait peut-être faire un petit topo sur finalement d'où vient cette ambition d'améliorer les hommes et par la machine. Oui, moi, bonjour à toutes et tous. Je travaille beaucoup sur l'histoire de l'IA, je trouve ça passionnant. Et je trouve qu'on a besoin de raconter l'histoire pour parler des choses très contemporaines, en fait. Et alors, je vais le faire de façon provocante, comme ça suscitera les débats quand même. Parce que la première chose qu'il faut... Bon, donc c'est né en 1956, c'est né contre les cybernétiques. Il faut jamais l'oublier, c'est né contre les cybernétiques. Et ça a connu ce qu'on appelle des printemps et des hivers. Donc et j'insiste beaucoup là-dessus, ça fait 3 fois qu'ils nous font le coup. De la promesse incroyable. Et je pense qu'il y a quelque chose de consubstantiel à l'articulation machine-société pour immédiatement susciter des énoncés prophétiques, incroyables, de transformation et des débats dans lesquels tout le monde se plonge comme ça avec une sorte de vertige sur qu'est-ce que c'est que cette machine qui est autonome, qui prend des décisions, qui a une conscience, etc. etc. Alors ça, Herbert Simon et Alan Newell nous l'avaient fait en 1956. Dans 3 ans, on avait la machine intelligente. Minsky l'a refait dans les années 60, dans 3 à 6 ans, vous avez une machine qui fait du Shakespeare, qui crée du Shakespeare, et on est en train de refaire cette machine-là. Alors, je ne vous fais pas tous les échos, mais il y a un point central dans cette histoire qui me semble très important pour comprendre aujourd'hui, c'est qu'évidemment, les machines
elles aussi, et je pense que c'est l'ingrédient essentiel pour comprendre les débats aujourd'hui, elles ont plusieurs rationalités possibles. Et nous, quand on dit l'IA, on la met au singulier, mais en fait, la manière dont, dans l'histoire, on a essayé de concevoir des formes d'intelligence de la machine, s'appuyait sur des représentations du raisonnement, de la prise de décision, du jugement, de l'évaluation, qui en fait, dans les techniques de calcul mobilisées, s'appuient sur des choses complètement différentes. Donc en fait, il y a plusieurs pistes de recherche qui ont été explorées et qui ont pas bien réussi, on peut quand même le dire, dont l'une des pistes était de rendre la machine raisonneuse. Et là, vraiment, on a la définition de l'IA que nous avons tous dans la tête, et qui est au cœur de tous les débats, c'est que la machine est logique. Et c'est qu'elle produit des raisonnements orientés par cet horizon d'une rationalité en finalité, qui éclaire magnifiquement la logique pour prendre la décision qui serait celle de la pertinence de la raison mise en œuvre. Et ça a été très fortement porté dans on pourrait dire, le premier âge et le deuxième âge de l'IA, notamment par John McCarthy, fondateur du terme, qui avait vraiment cette conception de mettre la raison dans la logique et les systèmes des machines. Alors j'insiste là-dessus parce que, en le faisant, les gens qui ont fait ça ont écarté une autre voie, qui avait été offerte par la première cybernétique avec les réseaux de neurones formels, McCulloch et Pitts, 1943, et puis ça a été mis de côté, ça a été réapproprié dans du machine learning qui s'est associé en partie à l'IA, mais pas complètement à l'IA. Et la technique contre laquelle les gens de l'IA, qui a fabriqué l'imaginaire que nous associons à la machine intelligente et raisonneuse, avaient, je dis de façon comme ça rapide parce qu'on est dans un petit débat, mais ils avaient véritablement tué les réseaux de neurones dans un livre, Minsky-Papert, 1956, 1960 et quelques, dit que ça ne pourrait jamais marcher. Et alors, la situation très paradoxale dans laquelle on se trouve, c'est que l'IA que nous avons dans la tête n'a pas fait de progrès, elle est même un peu à l'arrêt, on peut dire depuis le milieu des années 90, elle ne raisonne pas bien, sa logique est imparfaite, ça pose plein de problèmes qui ne sont pas résolus et dont on ne sait pas très bien comment les résoudre. Mais en revanche, la solution qu'on avait mis dehors, c'est-à-dire faire tourner des réseaux de neurones avec un système d'optimisation, lui est en train de connaître des succès considérables. Donc on est en train d'appeler IA un truc qui est technique, méthode d'apprentissage artificiel, et à l'intérieur des multiples méthodes d'apprentissage artificiel, une des méthodes d'apprentissage artificiel que sont les réseaux de neurones, mais il y a 4 ans, tout le monde n'avait à la bouche que les supports vecteurs machines qui tout d'un coup sont passés. Bon, voilà. Donc c'est des modes un peu climatiques comme ça. Ça marche très bien, mais alors du tout, quand on ouvre cette boîte-là, on n'a plus du tout de la raison logique, symbolique, avec des formes de raisonnement dans lesquelles l'horizon incorporé, on pourrait presque dire, dans la machine, soit celui d'une sorte de pertinence orientée par la logique. C'est des systèmes idiots, délibérément idiots, statistiques, qui fonctionnent bien parce qu'ils sont optimisés. Et donc ce qui est au cœur de l'affaire, c'est qu'on va apprendre des modèles parce qu'on leur a donné un objectif, mais l'objectif n'est pas dans la machine. L'objectif, il est à l'extérieur de la machine, il est dans les données étiquetées qui ont permis de fabriquer, étiquetées, renforcement, etc., mais qui ont permis de faire le modèle. Alors, je finis là, je ne sais pas si j'ai été clair, mais on a une raison, la machine a une autonomie logique et raisonneuse, et elle serait cette rationalité qu'on attribue à l'IA, ou bien la machine est un formidable outil de perception statistique des données extérieures à la machine, qui sont les données du monde, pour fabriquer des modèles. Mais dans ces cas-là, la raison n'est plus son fondement. C'est juste une pertinence statistique par rapport à l'objectif qu'on lui a demandé d'optimiser. Bon, donc l'IA, tel qu'on en parle là, c'est pas l'IA de 56. Et j'ai la même analyse, et en regardant la formulation, alors il y a deux aspects. C'est qu'il y a une profondeur historique qui est très importante. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Et j'avais envie de parler justement de la cybernétique, on va dire, entre guillemets. Du Hickson Symposium, c'est 48.
D'un autre aspect qui est un moment en fait qui a été un sommet de pluridisciplinarité avec des biologistes et finalement c'est très proche de sans doute ce qu'on est en train de voir apparaître ou réapparaître plutôt avec de nouveau des psychologues qui travaillent avec des gens qui sont sur la sémantique, la linguistique, etc. Enfin, un peu toutes les disciplines simultanément, qui étaient le résultat d'un processus, les conférences Massy, etc. Et donc il y a un premier point que je voulais indiquer, c'est qu'on considère qu'il y avait à peu près dans les années 80 entre 5 à 10 000 algorithmes qui relèvent du champ, on va dire de manière générale. Et ce qu'on voit depuis quelques années, c'est finalement des concentrations sur quelques algorithmes, mais le travail qui consisterait à faire le même effort sur l'ensemble de ces... Alors peut-être qu'aujourd'hui on est à 15-20 000 algorithmes. Il n'est pas fait, en tout cas il n'est pas fait en France, ça c'est sûr et certain. Et s'il est fait, c'est par des très grandes puissances, avec des moyens, et de manière, on va dire, vraisemblablement pas complètement transparente. Donc effectivement, on se concentre sur quelques algos, et puis paradoxalement, en fait, on trahit un peu l'histoire, puisque les algos sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est pas ceux de 56. De quoi j'ai envie de parler en termes historiques, c'est plutôt de ce qu'il y a encore avant, c'est-à-dire au moment où il y a une grande crise de la logique, on a en fait à la fin du 19e siècle une thèse ignorabimus, nous allons ignorer, et puis Hilbert qui dit avec un fondement axiomatique, nous allons savoir, nous saurons, et on va faire ça sur un fondement axiomatique. Le problème, c'est qu'il y a une crise des conséquences de la logique. Ça donne les théorèmes de Gödel en 1931 et ensuite la machine de Turing. Or, et pourquoi j'aborde ça? Parce que, à mon avis, c'est au cœur de nos questions autour de la rationalité. C'est que le théorème de Gödel, les théorèmes de Gödel, qui sont des théorèmes donc d'incomplétude, imposent qu'il y ait de l'irrationnel dans le rationnel strictement logique, strictement formel. Donc, si on veut faire réapparaître de l'irrationnel, finalement, il suffit de prendre des systèmes logiques. Dans tout système logique simple, on va avoir donc des prépositions qui seront non décidables. Donc on va pouvoir en dérouler deux versions. Une version complétée avec, dans laquelle la proposition sera vraie, une autre où ça sera faux. Et on pourra faire ça de manière continue, etc. Donc on va avoir un processus de décision externe. C'est-à-dire que quand on a notre système formel, il faut un oracle, entre guillemets. Un oracle peut intervenir pour certaines propositions, pour dire c'est vrai et on va avoir un sous-système complété, ou c'est faux et c'est un autre sous-système complété. Donc nos systèmes, soi-disant strictement logiques, en fait, vont pouvoir être complétés avec une infinité de logique. Alors, ça va dans la direction des questions qui étaient posées tout à l'heure, puisque finalement, de quelle rationalité on parle quand on veut un système strictement rationnel, complet, notre rêve, entre guillemets, enfin, tel que tu le formulais tout à l'heure, d'une IA totale, ça n'a pas de sens dans le cœur de la logique. Ça n'a tout simplement pas de sens. Et on le sait depuis 1931. Or, 1931, donc Gödel, ceux qui ont conçu nos ordinateurs, donc 35-36 Turing, puis von Neumann, connaissaient parfaitement ces résultats. Ils ont conçu les machines, ils ont conçu ces machines en ayant ça en tête. Et alors, pourquoi ce rêve persiste, en fait? Pourquoi cette représentation, effectivement, d'une IA raisonneuse persiste? Et c'est sans doute d'ailleurs, et on y reviendra juste après, ce qui déclenche l'intérêt aussi des pouvoirs publics là-dessus. Mon impression, c'est que c'est presque irrationnel. C'est-à-dire que pour le coup, si on regarde l'histoire des systèmes axiomatiques et rationnels, on sait qu'il y a de l'irrationalité au cœur de ce dispositif. Et donc les fantasmes d'une IA totale sont contraires à ce qu'on sait des systèmes logiques. Je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord pour dire que, en fait, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la cybernétique qui revient. C'est ce qui frappe tout le monde, c'est-à-dire que vraiment. Mais une explication de sociologue de pourquoi ce mythe est tenace, il s'est constitué dans les années 70-80, en fait. Et on a complètement oublié aujourd'hui la teneur des discours. Et bon, voilà, juste un indice comme ça, sous forme anecdotique, mais c'est pas une anecdote. Marvin Minsky était le conseiller de Stanley Kubrick pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà. Et donc on a la connexion. C'est Marvin Minsky qui a passé son temps à employer les mots de sensibilité, d'affectivité, de raison, etc. pour parler des machines. C'est-à-dire qu'il a surlesté
le vocabulaire de description de techniques de calcul à bas niveau, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de capacité de calcul, il n'y avait pas beaucoup de mémoire pour mettre des données, etc. dans ces systèmes. Il a complètement anthropomorphisé le calcul et mis tout ce vocabulaire de l'intelligence, de la machine, etc. Et c'est associé tout un imaginaire qui est notre imaginaire, que par ailleurs j'adore, mais de la science-fiction, etc., qui est venu l'accompagner. Et du coup, dès qu'on a l'IA qui apparaît, on le remet en scène avec une sorte d'évidence comme ça. Puis alors après, il y a toute l'éthique, les philosophes, etc., qui viennent, parce que évidemment pour eux c'est des sujets formidables. Les théoriciens de l'esprit qui viennent nous dire c'est le cerveau, c'est pas le cerveau fait comme ça, etc. Donc tout le monde se greffe tout de suite sur le truc et ça fait ce système. Du coup, c'est assez trivial de venir dire, en fait, c'est juste un truc statistique vachement performant qui est en train de marcher. Voilà. Ça fait un peu bas de gamme de le dire comme ça. Voilà. Oui. Je pense que je ne fais pas peut-être un des seuls à ne pas savoir qu'il y avait les théoriciens de l'esprit. Charlotte Cornu, est-ce que c'est pour ça, est-ce que c'est ce fantasme qui fait que l'État s'y intéresse tout le temps? Est-ce que c'est la mode? Est-ce que c'est les enjeux économiques? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, un État se dit ce sujet, je m'en empare à plus haut niveau et je vais faire un état, on va dire une sorte de rapport qui vise à donner un état de ce qui se passe. Alors moi je vais m'appuyer sur ce que vous avez très brillamment dit. Ce que vous avez très bien dit, ce sera précisément dans notre appréhension de quelle logique sous-tend l'intelligence artificielle ou quelle rationalité que vont se décider que va se jouer la compétitivité et le leadership des différentes nations sur ce terrain de l'intelligence artificielle. Effectivement, donc récemment, pour rebondir sur ce que vous disiez, le besoin d'irrationnel face à la technologie, tout le monde s'est ébahi de la démonstration de Google lors du Google Duplex, où on a l'impression qu'on est devant un numéro de femmes coupées en deux. Il y a une IA qui appelle le restaurant et puis le coiffeur. C'est juste l'agrégation de techniques plus ou moins abouties, l'imitation de la voix, traitement du langage naturel, sur des scripts somme toute assez simples, mais elle hésite, elle fait comme un humain, et du coup on a un parterre de gens qui sont enthousiastes, qui rient. On voit bien qu'il y a un vrai problème par rapport à l'appréhension de la technologie, une IA qui ne s'annonce pas, qui trompe son monde et puis qui prend finalement une décision assez médiocre. Sur ce que vous disiez sur les enjeux de souveraineté, on ne sait pas comment c'est fait. Et puis il y a un mythe autour de qu'est-ce que c'est que la machine raisonneuse. Effectivement, c'est pour ces raisons-là qu'il faut se battre et considérer l'IA d'un point de vue de souveraineté, voire d'enjeux civilisationnels. Il y a déjà 2 ans, la DARPA, donc les militaires américains, ont lancé le challenge de XAI, l'Explainable AI. Donc les militaires se rendent compte qu'il y a une vraie opportunité sur l'arme autonome, beaucoup de choses qui permettent d'optimiser le combat. Et puis ils se rendent compte dans le même temps qu'il y a un petit peu des lois, un environnement international, ça va être compliqué de tuer les gens et de ne pas pouvoir dire pourquoi on l'a fait. Donc ils lancent le challenge. Et donc sur plusieurs points, sur la deep explanation, comment on fait pour tirer de l'explication des réseaux de neurones. Donc est-ce qu'on met du déconvolutionnel en face du convolutionnel, plein de choses assez complexes. Est-ce qu'on essaye de mieux représenter? Est-ce qu'on essaye d'inférer des modèles causaux à partir de choses qu'on ne comprend pas du tout? Et puis le plus intéressant, c'est qu'il y a une partie du challenge qui est sur l'interface d'explicabilité. Donc là, on n'est pas dans des choses compliquées, c'est comment on fait pour que l'utilisateur ait un tout petit peu l'impression de comprendre, et soit qu'il autorise plus ou moins la machine à prendre la décision, soit que lui la prenne sur la base de ses prédictions. Et donc, dans le challenge, est expliqué que la philosophie de la décision et de l'explication étant ce qu'elle est, on ne sait pas trop ce que c'est, et que les gens vont aussi être évalués sur leur définition de qu'est-ce que c'est qu'une explication valable pour un homme. Donc on se rend bien compte que le jour où les États-Unis et le challenge est bientôt terminé, avec des montants tenus secrets, mais par exemple la seule université de Michigan a obtenu 5 millions sur un projet qui répond à une des étapes du challenge, le jour où ils ont défini ce que c'était qu'une explication valable pour un être humain face à un système technologique apprenant intelligent, eh bien forcément leurs solutions seront plus acceptées, leur marché sera immense, parce que nous, on n'aura pas pris la peine
de savoir qu'est-ce que c'est qu'une explication valable par rapport à notre système éthique, notre environnement culturel. Et donc on sera pris au dépourvu, non pas parce qu'on était nul en intelligence artificielle ou qu'on était à la traîne, mais parce qu'on n'a pas voulu penser qu'est-ce que la logique humaine face à la logique de la machine. Donc effectivement, c'est important de dire ce qu'est l'IA, ce que n'est pas l'IA, de dire en quoi elle est intelligente et en quoi elle est sotte, parce que de là viendra la confiance des gens, viendra un vrai projet de société et de civilisation autour donc d'une nouvelle ère technologique. Et par rapport à pour reboucler sur ce que vous disiez, on peut s'étonner de ce que les gens aient envie de les penser apprenantes, autonomes, etc. Il faut parler avec les spécialistes, il faut les encourager à faire de la vulgarisation. Yann Lequin le dit très bien dans la première note qu'il écrit juste avant la première leçon au Collège de France. Moi, j'ai utilisé le terme de neurone avec une définition très pauvre de la synapse. Bon, malheureusement, ça a pris. Or, les réseaux de neurones tels qu'on les a dans le hardware qui sert à faire de l'IA, c'est pas du tout, et c'est évidemment pas la richesse de la neurone humaine. Donc, le gros problème avec l'IA, c'est son nom, parce qu'au final, ça désigne jamais qu'un état technologique, enfin une avancée de la technologie au plus haut niveau avant qu'elle soit dépassée. Je veux dire, on a appelé IA des choses qui maintenant sont plus du tout considérées comme telles, et donc il faut sans cesse rappeler que l'IA d'aujourd'hui sera une solution technologique tout à fait vulgaire d'ici quelques temps et que le prochain état technologique donné posera les mêmes questions. Sauf qu'on a toujours la tentation d'envisager un état technologique donné par rapport à la singularité, c'est-à-dire l'état technologique ultime. Et ce que je trouve saisissant dans ce que vous dites, c'est bien le paradoxe entre finalement une intelligence artificielle, en tout cas aujourd'hui, celle qu'on la plus favorisée ou la plus développée, qui n'est jamais qu'une possibilité ou une tentative de reproduire du normal ou du réel, ou du probable, et qu'en même temps, effectivement, et du coup, qui est très compliqué à expliquer. C'est-à-dire que si on était dans une intelligence raisonneuse, ce serait très simple d'expliquer son raisonnement, parce qu'elle aurait des règles. Là, en l'occurrence, les règles, elle n'en a pas. Elle les recrée, elle les observe, elle se contente juste de reproduire quelque chose. Donc au fond, est-ce que c'est pas la limite, c'est pas le cœur de l'incompréhension finalement? Peut-être il faut décrire très sommairement comment ça fonctionne, cette histoire de réseau de neurones, dont l'origine, c'est pas Yann Lequin, hein, c'est vraiment McCulloch et Pitt, c'est 43. C'est eux qui ont fait le neurone formel, qui ont pris la première fois cette métaphore complètement osée, en fait. Et qui est du coup le dit mystère de l'explicabilité, c'est-à-dire que en fait, quand on ouvre le capot d'un algorithme qui a été décrit avec des représentations internes de haut niveau, c'est-à-dire symboliques qu'on puisse lire, on peut lire la décision que prend l'algorithme parce qu'on a un arbre de décision qui fait apparaître les variables qui ont été pertinentes dans le calcul et qui sont à l'origine du résultat qu'on a pu observer. Je le dis de façon simple, et du coup, on ouvre, quand c'est ouvert, c'est pas toujours ouvert, mais on ouvre et puis on peut lire les décisions, même si les décisions sur certains arbres de décision peuvent être absolument illisibles. Donc là, les réseaux de neurones sont des couches de trucs formels, de noyaux formels qui font 0 ou 1 en fonction de poids qui sont mis sur des synapses. On met des couches et des couches, on met des couches cachées, on fait des convolutions, des auto-encodeurs, etc. Le modèle du chat, c'est-à-dire l'apprentissage par le système d'une photo de chat, parce qu'il en a vu 10 000 et on lui a dit il y a un chat, donc il a vu le chat en bougeant comme ça sur le système, c'est une énorme, monstrueuse matrice des chiffres, des coefficients. Donc on ouvre et on voit une matrice de chiffres. Et donc quand on dit il n'y a pas d'explication, c'est que personne ne comprend parce qu'on ne voit pas le chat dessiné dedans. Bon, ceci étant, c'est la manière dont on pose le problème comme ça, mais les gens qui travaillent là-dessus sont en train de trouver plein de systèmes, non pas d'explication, parce qu'en fait, il y a une explication mathématique qui est manquante aussi, au fait que ça fonctionne aussi bien, mais au moins d'une interprétation qui permette de lire quels sont les différents éléments de la photo, enfin de la forme chat qui ont été pris en charge par telle ou telle couche de neurones à tel ou tel endroit. Et il y a même alors ça marche, c'est plus facile pour l'image que pour le son ou pour d'autres, parce que ça marche d'autres techniques. Mais on commence à comprendre en gros comment ce système statistique enregistre en grammes à certains niveaux, sur certaines couches, à certains endroits, certains aspects de fond, de détails, de mise en forme. Donc, d'une certaine manière,
l'explicabilité me semble être une question de recherche qui va un jour être de plus en plus levée. Donc je crois pas qu'il faut être complètement inquiet sur cette explicabilité-là. Mais il y a un autre problème central, on va parler tout à l'heure, c'est qu'il y a les données qui rentrent et l'objectif en sortie. Et ça, dans les données qui rentrent, il peut y avoir des biais, il peut y avoir des choses qu'on ne voit pas, il peut y avoir des choses que le calcul fait apparaître et qu'on n'avait pas envie qu'ils apparaissent parce qu'ils étaient dans les données et pas dans l'organisation. Peut-être on va continuer après sur ce thème-là, mais avant, je voulais évoquer le fait qu'on a eu deux grandes familles d'approches. Les approches dites top-down et bottom-up. Et je me contente juste de reformuler ce qui vient d'être dit. Et le bottom-up, on partait justement des données et on allait agréger progressivement les éléments jusqu'à une construction d'une rationalité, etc. C'est ce qui se passe avec les méthodes type réseau de neurones. Et il y avait l'autre méthode qui était la méthode classique de l'IA, et tu as utilisé le terme tout à l'heure, dite symbolique, top-down, où on part de ce qui correspond au raisonnement rationnel de haut niveau tel qu'il est compréhensible pour nous, et on va soit le dérouler pour voir ses chaînes de conséquences, soit éventuellement l'atomiser pour voir comment on peut retrouver des éléments simples qui, eux, correspondraient davantage à des données. Et donc, en ce moment, on est plutôt sur une phase où on repart du bottom, donc des données avec toutes les problématiques que ça pose en termes de biais, donc je pense qu'on va en reparler juste après, et on a délaissé depuis... alors, on est systématiquement sur des longs termes, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On peut dire que ça fait une trentaine d'années qu'on a délaissé, selon moi, le top-down. Et on est en train de se rendre compte qu'on en a absolument besoin. Donc on va revenir vraisemblablement. Alors ça passe par génération, parce qu'en fait, quand on a été éduqué pendant sa thèse, pendant ses travaux de recherche sur des séries de méthodes, on a du mal à changer complètement de série de méthodes. Donc ça veut dire que c'est génération par génération. Je pense qu'on va revenir à du top-down, avec du symbolique. Certainement, on va le refaire avec des linguistes qui n'auront pas été formés de la même manière, avec des psychologues qui n'auront pas été formés de la même manière. Et on aura peut-être un hiver du bottom-up, et puis ça va être un printemps du top-down qui va arriver. Là, on est au cœur du débat actuel. Là. C'est vraiment parce que c'est quand même deux conceptions de l'esprit. Et là, il y a beaucoup de choses en philosophie, en fait, hein, sur ces questions. C'est que finalement, est-ce qu'on pense par concept, et que le concept vient et s'atomise dans ses conséquences, ou bien est-ce que ce que disent les gens, parce que les gens du bottom-up ne veulent pas s'hybrider avec du symbolique, ou ils veulent le mettre au début ou à la fin du système, ils ne veulent pas le mettre dans le calcul, parce qu'ils ont une théorie perceptive de l'auto-organisation des logiques d'éléments atomisés qui s'auto-organisent et qui font émerger le concept. Et donc, dans l'explicabilité d'un réseau de neurones, il y a beaucoup de théoriciens qui viennent dire que finalement, par association, et pas par logique, mais par association remontante, on va dire, les concepts émergent sans qu'ils aient été posés préalablement ou qu'ils aient été pensés initialement par celui qui vient. Et donc, on a une conception, c'est pour ça finalement dire perceptive ou représentationnelle, mais la représentation, même de haut niveau, peut apparaître dans un réseau de neurones, mais elle n'a jamais été construite comme représentation symbolique. On voit bien qu'on est quand même dans une position qui est fondamentalement politique. C'est-à-dire qu'on est... Politique. Entre une vision auto-organisatrice et une vision centralisatrice et verticale. Donc je reviens, mais justement, je pense, est-ce que dans les acteurs qui ont été interviewés, il y en a eu énormément, est-ce que ces problématiques-là, elles sont abordées aujourd'hui à la fois par les acteurs économiques de l'IA et par les acteurs même étatiques de l'IA, qui ont sans doute des visions d'ailleurs relativement différentes? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on doit s'en inquiéter? Je suis pas certaine, parce que moi, à mon modeste niveau, on se pose des questions en termes de compétitivité. Après, on peut se les poser de manière plus large et se dire qu'on voudrait être sur des choses très disruptives et pas forcément à la traîne de ce qui se fait déjà. Voilà, alors que nous, on n'a pas assez d'argent pour acheter beaucoup de GPU, peut-être qu'il faudrait faire autre chose. Non, clairement, aujourd'hui, ce qui marche dans la perception, il faut pas se laisser distancer. Après, les gens sont conscients que dans un véhicule autonome, il y a à la fois de la perception classique avec les techniques qui marchent, et puis il y a aussi beaucoup de logique toute bête.
forcément. Donc, les acteurs économiques ne sont pas aveuglés par les progrès des techniques qui marchent actuellement. Ils veulent juste des choses qui marchent. Donc, si sur la reconnaissance d'image, il y a quelque chose qui fonctionne bien, c'est évidemment ce qu'ils veulent. Et puis, par contre, si ça couple pas très bien avec la prise de décision ou vraiment des raisonnements, ils prendront ce qui va bien. Et pour l'instant, c'est quand même l'agrégation entre différentes techniques qui, pour l'instant, pose problème. Pour les différents acteurs économiques, pour vraiment faire que l'IA soit un changement dans leur organisation, dans leur chaîne de valeur, et pas juste un gadget. Parce qu'évidemment, le chatbot, ça change tout dans votre relation client, mais ça changera. C'est quelque chose de conséquent dans la représentation qu'on a du service qu'on donne. Mais après, voilà, ça reste un chatbot. Et, voilà. Qui est rarement d'ailleurs une vraie IA, mais en fait. Pierre Salle, vous vouliez rajouter quelque chose sur le sujet avant qu'on passe à la question des données, justement. Sur le fait que ce soit idéologique. Oui, oui, c'est idéologique. C'est idéologique, c'est-à-dire que la vision de l'émergence qui est apparue en sciences cognitives, etc., c'est parce que ce qui la sous-tend, c'est une certaine compréhension des systèmes dynamiques qui va du plus petit au plus sophistiqué. Donc c'est toute une façon de raconter l'histoire des sciences qui est située dans le temps. Alors pour le coup, je veux bien qu'on utilise cette fois le terme de positiviste avec les limites que je donnais tout à l'heure sur Gödel, mais c'est effectivement à ce moment-là qu'on se positionne. Et les systèmes pyramidaux, hiérarchiques, etc., correspondent pas à cette narration de la science. Donc là, c'est bien de l'idéologie au sens classique, Kuhn. Donc c'est une façon de faire de la sociologie des sciences, pour le coup, qui est située à un moment donné. Mais ça ne correspond pas aux logiques industrielles. Les industriels, évidemment, alors on ne l'a pas dit au début. Ils sont opportunistes. Ils sont opportunistes, ils vont prendre les techniques qui marchent. On ne l'a pas dit au début, si on parle de l'IA en ce moment, c'est quand même parce qu'il y a on peut considérer, je pense, qu'il y a une rupture liée au fait qu'en vision artificielle, avec les réseaux de neurones, on a des systèmes qui, tout à coup, entre guillemets, en quelques années, sont mis à fonctionner comme on l'avait démontré, Yann Lequin l'avait démontré en 86, donc c'est des vieilles histoires, sauf qu'en changeant les volumes de données, en changeant la puissance computationnelle, on a des résultats qui ne correspondaient pas forcément à ce qu'on... disons que le fait de le voir, de l'avoir entre les mains, ça donne... ça crée une rupture. Donc c'est certainement un des phénomènes clés du fait que ça se fasse le buzz, quoi, disons. Oui. Justement, alors du coup, si on revient à notre sujet de départ, qui est dire finalement rationalité, raison, humain, pas humain, si on est dans des logiques où, en fait, on a des systèmes qui sont là pour apprendre du réel et recréer du probable, finalement, c'est ce qu'on met au départ pour les entraîner dedans qui va déterminer fondamentalement leur éthique. Donc c'est finalement, s'ils reproduisent ce que sont les humains, ils vont se comporter comme eux, avec leurs mauvais et leurs bons côtés. Alors du coup, je vais poser la question à vous trois. Du coup, si le terrain il se déplace là, c'est-à-dire que le terrain maintenant, en tout cas sur ce type, puisque les systèmes verticaux, on va dire, en tout cas les systèmes dits experts, c'est où effectivement on déroule une logique, où là on pourrait avoir une pensée éthique de départ sur le raisonnement. Là, on est obligé d'avoir une pensée éthique de départ sur la représentation du monde qu'on donne à un algorithme. Ou je dis n'importe quoi. C'est possible, hein. Ça m'arrive. Mais ça joue beaucoup au fait que donc ils sont. Il y aurait des points à rediscuter. Parce que, enfin, moi, je pense que la distinction symbolique connexionniste reste complètement centrale, même en politique. C'est-à-dire même dans les débats politiques qui sont mis en œuvre. Je sais qu'ils sont pragmatiques, mais la réalité, pour l'instant, c'est qu'il n'y a que le connexionnisme qui marche. Alors tout le monde dit on va s'hybrider, les chefs de labo ils sont symboliques, tous les patrons de labo ils sont symboliques, donc ils se raccrochent au TGV qui passe, parce qu'eux ils étaient à l'arrêt. Donc et ils font croire aux politiques qu'on va hybrider. Enfin bon. Et dans le Joker. Et le système est statistique. Le système, c'est un immense système statistique qui est rendu possible par une nouvelle capacité de calcul et de données. Et si c'est statistique, ça veut dire qu'on forme des règles ou des modèles, mais c'est à peine des modèles. Et on forme des modèles à partir des données. Et donc,
Qu'est-ce qu'on cherche dans les données? On cherche une régularité. Et donc, si évidemment on l'applique à nos sociétés ou à des individus, on va avoir des traces d'activité. Et là, on retrouve la sociologie. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a un côté très déterministe, en fait, de sociologie assez déterministe, qui est de dire, de toute façon, on capture dans la base de données quelque chose qui était régulier pour en faire du probable. Mais le probable n'est jamais que la continuation de la bande d'une régularité qui a été trouvée dans les données. Et donc, une grande partie des systèmes statistiques qui sont observables, ceux qui fonctionnent bien, etc., ils ont nécessairement cette tendance assez conservatrice, en fait, à proposer comme futur possible dans la décision qui aurait été éventuellement prise aux gens, des conséquences qui sont tirées de régularité du passé. Si ça marche aussi bien sur l'image, et là il faut vraiment écouter Lequin et les autres, c'est que... et peut-être dire vraiment, pour redire encore sur cette affaire de symbolique, avant en vision, ce qu'on appelle en computer vision, on faisait des règles très très sophistiquées de pattern pour dire un chat il fait 30 cm, il a des oreilles pointues, il a des moustaches. On essayait de le décrire avec des représentations et puis on essayait de chercher dans l'image oreilles pointues, etc., etc. Hinton 2008, on bazarde tout ça. On enlève tout, on prend que les pixels, ils ont des chiffres et puis on calcule les pixels avec un objectif en sortie. Donc on a enlevé tout ça du système pour faire juste une statistique qui dit la régularité, elle est dans la luminosité, l'intensité lumineuse rouge, vert, bleu de chaque pixel, parce qu'il y a un fond, il y a une organisation de l'espace qui a des patterns que je vais savoir enregistrer sans que personne n'ait jamais été chercher à les décrire, puisque moi je vais simplement l'engrammer dans le dispositif. Donc il y a quelque chose d'assez troublant. Antoinette Rovoy dit voilà, c'est d'une certaine manière une sorte de régularité ou de normativité de la vie elle-même qui serait présente dans les données que ces techniques essayent de retrouver pour redire aux gens, écoutez, vous avez fait ça dans le passé, on a enregistré ça dans votre race, c'est ça votre avenir. Mais du coup, oui, c'est un peu saisissant quand même cette idée que finalement le futur ne va être déterminé que par le passé. Oui, mais alors... Non, mais il n'y a pas de fatalité. Non, alors, il n'y a pas de fatalité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, par exemple, il y a un en centre de boucle recherche qui sur ce qu'on a s'appelle DataIA, qui est présidé par Noza Boujema et qui essaye de mettre en place des sets de données qui sont notamment gender neutral. On peut demander au set de données qui entraînent les IA d'être représentatif par rapport à des valeurs qu'on a fixées nous ou sur ce qu'on veut de la société de demain. Donc là, on est bien en train de dire qu'on ne reproduit pas effectivement la société telle qu'elle est, mais la société telle qu'on la voudrait. Enfin, il y a moyen de mettre du politique dans la donnée, dans la labellisation de la donnée, dans la composition des datasets, et puis dans le rôle qu'on assigne à l'IA. À l'IA, on peut dire aussi qu'il n'y a pas de prise de décision par une IA sur des sujets qui nous paraissent cruciaux, dans le domaine de la justice, sur un champ de bataille. On peut toujours remettre l'IA à sa place, notamment quelle peut être son importance dans la chaîne de décision par rapport à la décision humaine. C'est des choses simples, mais qui sont faisables. Oui, c'est la question. Il y a donc deux sujets. Il y a un sujet de avec quelles données on va entraîner ces IA, et deuxièmement, effectivement, est-ce qu'elles sont autorisées à prendre des décisions? Est-ce qu'elles doivent en prendre? Je me retourne vers Pierre Sorel, qui n'a peut-être pas la même vision. Les systèmes dont on parle, alors quand on est sur l'image, il y a de la topologie qui va donner des formes de continuité, et pour les systèmes type judiciaire, en fait, on va dans des systèmes avec des systèmes de règles particulières. On a une intention. Donc en fait, c'est pas des systèmes. Les données sont pas neutres elles-mêmes puisque on sait déjà qu'on veut s'en servir avec une certaine intention. Et là, il y a bien des humains qui interviennent. Donc ça permet éventuellement, donc comme tu disais tout à l'heure, de construire des systèmes d'apprentissage qui vont apporter déjà des intentions parce qu'on veut reproduire dans ce sens-là, ou au contraire, si on veut, donc on peut analyser les biais, on peut décrire les intentions qu'on va y injecter. Et donc, si on veut mettre en place un système décisionnel, il faudrait surtout pas croire que le système est neutre, ni les données ne sont neutres, ni le mécanisme d'apprentissage n'est neutre, ni l'usage qu'on va en faire est neutre. Après, ce qui est compliqué, c'est que on voudrait pouvoir maîtriser tout cela. Comme on y était habitué quand on faisait la mécanique du point, c'est-à-dire qu'on part de là, on va arriver à tel endroit, et là on a quand même des phénomènes un petit peu nouveaux, parce que les statistiques dont on parle ne fonctionnent pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que, donc on peut prendre des décisions,
Mais on sait que ces décisions, elles vont correspondre à des éléments qu'on aura déjà mis dans le système sur les 3 éléments dont j'ai parlé. Et l'autre point, c'est que la décision qui va en ressortir, comme il y a tous ces phénomènes statistiques, le paradoxe, c'est que ça peut être rien de tout ce qu'on a envisagé. Et être en totale contradiction avec ce qu'on a envisagé. Alors là, pour le coup, on revient sur des maths, donc dit de manière un tout petit peu technique. Quand on a un espace donc on va faire l'hypothèse que quelque chose va arriver à 100%, donc probabilité 1, mais en fait, on peut avoir des contre-exemples. On peut avoir un nombre infini de contre-exemples, on peut avoir un nombre infini non dénombrable de contre-exemples. Donc on peut avoir un monde où il n'y a que des contre-exemples à ce qu'on a généré avec ce système-là. Donc qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, nous, socialement, comme système de décision? Est-ce qu'on est prêt à accepter un système de décision où, par exemple, quand on va construire de manière idéale une centrale nucléaire, avec ce genre de système, eh ben en fait, c'est l'endroit où on va y avoir un tsunami, par exemple. Est-ce qu'on est prêt à décider que tous ensemble, on va aller sur les mêmes actions, les mêmes produits dérivés, alors que parce qu'on aura fait ça ensemble avec des machines, finalement, il y a un contre-système qui va se mettre en place. Donc là, on est à un niveau de l'état, c'est qu'est-ce que la société est prête à prendre comme risque, est-ce qu'on veut perdurer ou pas, comment est-ce qu'on veut contrôler ces systèmes. Et là, je pense qu'on est en plein dans une discussion qui, pour le coup, est politique, sociale, et avec... international, enfin c'est souverain ces questions-là, et on n'est pas tous égaux quoi, devant ça. On n'a pas tous reçu l'éducation qui permet d'accepter ce genre de risque. Juste pour vous dire, je suis très d'accord, c'est des problèmes. On est passé d'un monde déterministe où la cause et sa conséquence sont logiquement associées de façon forte et déterminée à des systèmes dans lesquels on a un score, c'est approximativement probable. En fait, tous ces systèmes ne font que ça. Donc les statistiques sont incroyablement instables, elles ont des capacités à généraliser assez improbables, assez incertaines quand on passe d'un domaine de données à un autre domaine de données. Elles renvoient dans nos sociétés, ça je trouve ça important, en fait, que... Non, mais j'ai peut-être pas elle renvoie beaucoup à la question qu'on avait tout à l'heure sur pourquoi le mythe est durable. C'est que dans le mythe de l'intelligence artificielle, on a aussi l'idée que la conscience de la machine prend des décisions, mais qu'elle sait. Dans Minority Report, il sait exactement que ça va se passer. Il n'y a pas de probabilité, c'est 100%. Bon, alors, le film va montrer que non, mais il joue sur cette idée que la prédiction de la machine est une prédiction sûre. Or, elles ne le sont par construction, mais vraiment par construction, elles ne le sont jamais, en fait. Elles ne sont jamais. Et du coup, il va falloir que nos sociétés apprennent à vivre dans un monde de probabilités. Et ça, c'est assez nouveau. Mais je pense qu'on en fait tous expérience, parce qu'on nous dit, l'IA nous vend des rêves, des trucs absolument impossibles. En fait, la réalité de l'IA pour le futur, c'est un truc qui nous réserve notre billet de train, qui nous répond à la fin d'un mail, vous avez 3 réponses possibles, etc. Donc on est en train d'apprendre ce petit décalage, c'est approximativement correct, c'est-à-dire ça se trompe. Des fois, c'est très pertinent, mais ça ne l'est pas toujours. Donc, il va falloir apprendre à ce pas toujours, ces faux positifs, faux négatifs, ces réglages très imparfaits, dans lesquels on a des prédictions qui ne sont pas sûres. Et du coup, moi, je signe évidemment ce que tu as dit, c'est qu'il y a des choses dont qu'on ne veut pas du tout confier à ces principes de décision et surtout les automatiser, parce qu'elles ont des enjeux importants. Si c'est juste pour faire de la publicité personnalisée, bon, bah, c'est pas grave que ça, ce qui est le cas tout le temps, d'ailleurs, 0,01% de clics sur les publicités personnalisées, c'est pas grave si ça rate sa cible. Pas plus finalement des machines que des hommes, parce que je vais peut-être faire une petite conclusion là-dessus avant de passer aux questions, mais finalement ce qu'on supporte pas des machines, c'est-à-dire leurs erreurs, on l'accepte plus facilement des humains, parce qu'il y a des soldats qui font des erreurs, il y a des juges qui se trompent, il y a des... Donc, et finalement, d'où vient cette exigence envers les machines? C'est parce qu'on les aime, ou au contraire c'est parce qu'on les méprise? C'est exactement la question qu'il faut leur poser, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne des machines improbables à faire qui font des erreurs, qui sont imparfaites. Mais je pense qu'en fait, on le sait tous un petit peu. On sait tous les limites des capacités des artefacts qu'on ne cesse de manipuler. Mais là, comme c'est des artefacts qui vont parler, qui vont guider, qui vont recommander, il va falloir apprendre le fait qu'ils sont imprécis. Mais comme les hommes, les femmes, les deux.
Oui, enfin, je pense que pour ouvrir le débat, c'est bien aussi de se poser les questions et du coup, comment on fait. Alors, il y a cette expression terrible pour remettre l'humain dans la boucle. C'est vrai que, enfin, on a de la chance parce que c'est une période de l'IA où on parle d'apprentissage, mais prenons-le au sérieux et on pourrait se dire qu'on est tous les maîtres de l'IA. Il y a une petite start-up qui s'appelle Flint et donc qui met assez bien ça en image. On élève des robots. En fait, c'est pour optimiser votre veille sur des sujets que vous choisissez. Ça peut être absolument n'importe quoi. Et ensuite, vous apprenez au fur et à mesure à l'IA à être de plus en plus pertinente pour vous ramener l'information qui vous convient. Donc, on voit bien que, il y a quand même de l'espace, de la marge pour que les hommes puissent apprendre des choses aux IA. C'est ce que dit très bien Cathy O'Neil dans Weapons of Mass Destruction. Le premier chapitre, donc, il y a des systèmes de prédiction qui ont joyeusement prédit qu'il y avait 5000 enseignants qui méritaient d'être virés parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Et donc, c'est quand même assez conséquent, c'est une décision très lourde, mais jamais on a appris en retour au système en quoi ils s'étaient trompés sur tel ou tel enseignant ou parce qu'il y a une dégradation au contraire de la qualité de l'enseignement dans ces écoles et donc ils s'étaient trompés d'accusation. Donc il faut vraiment essayer d'instaurer ce paradigme du dialogue. Alors, c'est hyper pompeux de le dire comme ça, mais c'est la réalité des choses. Essayer de se dire que l'humain est au moins aussi intelligent que la machine et pour essayer de dialoguer avec elle. Et donc aussi potentiellement aussi faillible, et la machine pouvant devenir aussi faillible que l'homme. Aussi faillible et qui doit aussi être aussi politique, parce que la machine n'a pas accusé les 5000 enseignants. La machine, elle a scoré les enseignants, et c'est un humain qui a dit il faut les virer. Donc c'est dans ce couplage-là qu'il faut aussi savoir avoir ce retour critique sur la pertinence, la méthode et le calcul. Pierre Sorel, petite conclusion avant de passer aux quelques questions. On est dans des formulations qui sont assez optimistes, comme si on pouvait continuer à contrôler. Mais il y a des phénomènes qu'on n'a pas décrits là dans nos discussions, notamment le fait qu'il y ait des multiplications astronomiques de machines, c'est-à-dire qu'un humain ne va pas être en interaction avec une machine, mais on est en train d'être en interaction avec des dizaines, des centaines de milliers de machines, quasiment simultanément à l'échelle de nos temps à nous. Les échelles de temps sont en train de se réduire énormément, et donc les interactions qu'on va avoir avec les machines ne sont pas non plus d'une nature qu'on connaît jusqu'à présent. C'est-à-dire être en contact avec 10 puissance 6 machines en 10-6 secondes, on n'arrive même pas à y réfléchir. Enfin, oui, on est perdu. Et les échelles de temps dont je parle, c'est le temps du trading haute fréquence. Les milliers de machines, c'est ce qu'on a quand on a une machine qui va nous donner une publicité. En fait, il y a des milliers de processus qui vont simultanément, enfin quasi simultanément, se mettre en place. Donc ce phénomène-là, pour le coup, moi, il m'interroge parce que je ne sais pas comment on va faire pour avoir des synthèses humaines ou des interfaces qui font qu'un humain va, à un moment donné, avoir en face de lui quelque chose qui correspond en fait à des centaines de milliers de processus. Ce niveau d'échange-là, il va falloir qu'on continue à y travailler si on veut pas s'y perdre. Merci beaucoup. C'était dense, intense, mais il y a peut-être parmi vous des gens qui ont quand même quelques questions, qui sont encore assez motivés pour en poser. Non ? Pas de questions ? Si ? Vous étiez en train de parler tout à l'heure sur l'irrationnel. Je pense que l'anthropologie elle est connue par avoir travaillé sur des sociétés que l'on comprend mal et que l'on tâche d'être primitif. Et l'une des choses que l'on fait à l'intérieur de ce domaine de l'anthropologie par rapport aux sociétés que l'on connaît mal, c'est surtout mettre de la lumière sur ces choses que l'on appelle l'irrationalité et qu'elle peut être catégorisée de différentes manières. Vous avez parlé sur l'irrationnel en le rapprochant un peu à l'erreur. Et j'aimerais bien savoir si on peut le rapprocher aussi à la croyance ou à la créativité, qui sont deux manières de s'éloigner de la règle et la régularité qui peuvent être porteuses d'un avenir. Alors, il y aurait plein de choses à dire, mais là, je sais pas comment le prendre. Moi, je crois beaucoup en
étant sociologue, mais très intéressé par l'anthropologie, on doit vraiment faire des anthropologies des mondes calculés. Alors pas tellement des sociétés traditionnelles, même si on voit bien qu'il y a une familiarité, mais c'est qu'il faut faire de l'anthropologie de nos sociétés avec le calcul, de savoir exactement quel est le type de normativité qui est pris dans les données qui sont transformées avec les biais possibles et les contrôles nécessaires. Comment en fait ces normativités expriment des manières... Moi, je dis toujours comment voulons-nous être calculés. C'est-à-dire que finalement, ces systèmes nous calculent, mais comment nous voulons être calculés. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes à imaginer? Alors, bon, rationnel, irrationnel, c'est justement quelque chose qu'on essaie de ne pas prendre en compte, enfin, en tout cas dans une définition qui soit trop formelle. Moi, ce qui est assez frappant quand même avec ces nouveaux systèmes techniques, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ces couplages nouveaux que nous faisons avec eux, dans lequel on investit des formes de jugement, d'évaluation, de perception d'émotion, de croyances, etc., qui relèvent d'une gamme et de registres extrêmement variés de relations, ce qui invite vraiment à ne pas considérer que ces systèmes sont rationnels en eux-mêmes. Et d'ailleurs, et encore une fois, je reviens sur cette histoire de statistiques, il calcule nos traces pour nous donner un comportement pertinent. Si je lui donne des traces créatives, il va continuer, dans l'idéal, à produire des choses qui seraient éventuellement créatives. Hein. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il n'enferme pas en lui-même une forme de la rationalité qui serait celle qu'on pourrait associer aux mathématiques, à la logique, etc. Et du coup, il y a quelque chose d'assez troublant, voilà, alors je vais le dire, parce que je reviens à mes histoires de régularité, c'est qu'il calcule des régularités, mais ces régularités peuvent très bien être des régularités de croyances, de rituels, etc., et reproduire quelque chose qui va bien. Je le dis pour la créativité avec un tout petit peu comme ça, de soupçon de truc pour gratter quand même, c'est qu'on est en train de se rendre compte quand même que finalement, cet endroit où justement l'humain s'affirmerait dans sa condition la plus ultime et la plus superbe, c'est un endroit sur lequel les fameuses techniques d'apprentissage à très, très très haut niveau de données produisent des trucs très créatifs et assez innovants. Et c'est pas non plus complètement ébouriffant, mais ils vous refont un Van Gogh, un Vermeer, et puis ils leur disent si on mettait Bach et Mendelssohn, qu'est-ce que ça ferait comme musique? Ça fait de la musique. Voilà, ça fait de la musique. On a des exemples à l'IRCAM sur la création, il y a des projets. J'avais en tête un autre exemple, là tu as parlé de la peinture. Oui, on a aussi la question du style en fait. Ce qui est intéressant aussi avec ces dispositifs, c'est qu'on peut revisiter des questions qui sont vraiment purement de sciences humaines, avec un nouveau regard, des nouveaux instruments. Donc la question du style, qu'est-ce que le style? Et on est, parce que quand on est chercheur, on a envie de tester les limites en fait de ces outils. Qu'est-ce que l'ironie? Moi, j'ai envie de regarder Jean Kelevitch. Voilà, et quand on lit ces textes-là, il y a pratiquement pas de répétition dedans. En fait, c'est toujours décrit de manière extrêmement différente. Et quand on met les systèmes artificiels pour les regarder, on obtient quand même des régularités qu'on n'avait pas forcément identifiées. Après, il y a des questions d'échelle, il y a des questions de. On n'est pas là dans le dispositif industriel. Applicable immédiatement, mais je pense pas que c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure par Gödel, parce que Gödel, c'est vraiment l'irrationalité au cœur de ce qui était censé être les systèmes de règles. À partir du moment où on a ouvert cette porte, on a de la créativité possible dans nos systèmes artificiels, et avec tout ce qui va avec, imaginaire, créativité, etc. Et ce qui était une rupture, y compris dans notre imaginaire, entre l'intelligence artificielle qui serait brutale, systématique, et l'humanité créative, etc. En fait, les systèmes qu'on est en train de construire, ils sont plutôt entre les deux. On a ça dans les derniers textes de von Neumann. Donc c'est pareil, ça va être 55 à peu près. Sur les automates, avec le lien, il y a tout un texte sur il essaie de construire de nouveaux systèmes, donc c'est après les machines de von Neumann classiques, dans lesquels il y a des éléments qui sont reliable et unreliable, donc avec justement de nouveau du probable. Il voudrait construire cette fois l'équivalent d'un cerveau, mais avec qui pourraient à la fois s'auto-réparer éventuellement et donc devenir faillibles, etc. Donc on a aussi toute cette chaîne
de construction de systèmes artificiels. Alors c'était l'autoreproduction, etc. On revient au bottom-up d'ailleurs. On veut avoir des éléments faillibles. On ne veut pas avoir juste des systèmes qui vont toujours bien fonctionner. C'était pas la question, mais je permets de dire que on a essayé d'aborder le sujet des conséquences de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi. Bon, il y a un peu une idée commune. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec, comme quoi tout ce qui restera à l'homme, ce sera la créativité. Donc on a essayé de travailler là-dessus, et quel pourrait être l'enseignement de la créativité, comment faire fructifier la créativité, c'est la seule chose qui reste aux travailleurs de demain, et on était en échec pour bien la penser, notamment par rapport à ce que c'est qu'un système scolaire. Et je pense qu'il y a un vrai besoin que des gens intelligents travaillent là-dessus. Je ne suis pas sûre que tout ce qui restera à l'homme plus tard, ce sera la créativité face à des machines de plus en plus intelligentes. Mais en tout cas, c'est un sujet dont on va parler dans les prochaines années, mais en fait, personne n'en parle très très bien, même au MIT où ils essayent de penser des programmes transdisciplinaires. Enfin, ça reste très confus. J'avais une petite question. De ce que j'ai compris de la conférence, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce serait un système de probabilité qui s'appuie sur un système de probabilité qui serait sur les données qu'on donne. Donc ça vient de l'humain, donc finalement ce serait une sorte de miroir déformant, etc. Et jusqu'à maintenant, l'autonomie qu'on donne à l'intelligence artificielle, c'est bien l'autonomie qu'on veut lui donner, qu'on est capable de lui donner. C'est-à-dire que l'intelligence qu'elle aurait, c'est la puissance qu'on va lui donner, soit technologiquement, soit anthropologiquement. Mais néanmoins, il y a quelque chose que n'arrive pas aujourd'hui à faire l'intelligence artificielle, c'est de comprendre l'ironie et de ne pas arriver à émettre de bruit d'un point de vue cybernétique. Un truc de simple, c'est que jusqu'à maintenant, moi, les intelligences artificielles auxquelles je suis confronté le plus souvent, c'est les Google Ads. Ça veut dire que j'ai un système de recommandation de bannières à partir de ma navigation sur Internet. Or, ma navigation sur Internet va d'un site pornographique à un site comme Les Patriotes de Florian Philippot, puis après, sur Le Cairn, je télécharge un article de Bruno Latour. Donc, et très souvent, au milieu de ça, je me retrouve avec une pub La Redoute pour des Air Max. Donc, on voit bien là qu'il y a quelque chose qui va être compliqué pour l'intelligence artificielle si elle suit, si elle essaye d'être raisonneuse, etc. Dans les arbitraires, elle ne va pas avoir de pertinence parce que le but, ça va être d'anticiper mon besoin futur. Or, elle va toujours avoir un temps de retard sur moi, plus ou moins, je crois. Oui, vous avez entièrement raison. Enfin, c'est la question de la représentation. Plus largement et d'un point de vue plus haut en épistémo, c'est que ce sera toujours un système de mémoire et donc de représentation. Et donc, il y aura toujours un temps de retard. Là, elle produit justement, c'est-à-dire elle produit très peu de représentation. Ce qui est nouveau, c'est cette économie de la représentation pour faire de l'association comme ça de traces. Association statistique qui, alors vous avez raison de le souligner, moi je le souligne toujours, hein, actuellement les services à IA, ils sont quand même d'une très très grande trivialité. Ils font pas du tout tout ce qui est annoncé partout, etc. Et dans tous les services de musique, même de recommandation, la recommandation fait des progrès, mais enfin la recommandation de YouTube, c'est pas top non plus, pour les mêmes raisons que vous avez évoquées. Les données sont sales, vos comportements sont très très instables, et encore une fois, il faut qu'il y ait de la régularité dans les données. Il faut qu'il y ait de la régularité dans les données pour que le calcul soit assez pertinent. Je ne sais pas si, en outre, malheureusement, je ne sais pas si l'objectif de la publicité sur Internet, c'est d'être pertinente. On sait tous que l'économie d'Internet, aujourd'hui, c'est fondé sur l'engagement. Donc elle va s'appuyer plutôt sur ce qui est choquant, ce qui va vous surprendre. En l'occurrence, sur YouTube, c'est très vrai. Il faut regarder les travaux de Guillaume Chalot qui sont vraiment excellents là-dessus. Donc malheureusement, ça peut marcher parce que c'est fondé sur des principes qui sont beaucoup plus basiques que vous connaître. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une grosse machine à calculer, basée sur des statistiques, etc. Une grosse puissance de calcul pour pouvoir ingérer tout un jeu de données, et un objectif qu'on lui fixe. Je veux reconnaître un chat, je te donne beaucoup de choses, un algorithme de calcul, et tu vas me dire si tu reconnais un chat.
On voit les déviances que ça peut avoir quand on ne maîtrise pas le jeu de données d'entrée, l'histoire de Microsoft qui a mis son chatbot et tout le monde s'est amusé à en faire quelque chose d'autre. On voit que si on entraîne un algorithme avec des données racistes, l'algorithme deviendra raciste. Donc tout est dans le sujet de l'apprentissage, de l'accompagnement de cet apprentissage, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe si ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est l'auto-apprentissage, c'est-à-dire la capacité à l'intelligence artificielle de définir elle-même ce qu'elle doit apprendre. Et qu'est-ce qui se passe si on ouvre le jeu de données? Est-ce qu'on a un risque, roman d'anticipation ou autre, c'est quoi on donne un problème à une intelligence artificielle qui est de dire c'est quoi la meilleure chose pour assurer l'avenir de la Terre? Et la réponse c'est exterminer l'humain. Est-ce qu'on n'est pas dans des projections, et vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, hein, on ne sait pas ce qui se passe sur toutes les puissances qui ont les moyens de traiter ces algorithmes et de faire... Voilà, on ne sait pas totalement, c'est pas en toute transparence. Donc qu'est-ce qui se passe si on ouvre cet auto-apprentissage, on ouvre le jeu de données, et à 10 puissance plus 6 calcul, à 10 puissance point 6 secondes, comment on maîtrise ce qui sort? Une manière de retraduire votre question, c'est un débat classique en machine learning entre apprentissage supervisé et non supervisé. C'est-à-dire qu'une machine qui auto-apprend, si je retraduis, mais ça ne répond pas complètement à votre question, ce serait une machine qui se fixe à elle-même ses propres intentions. Et donc là, on entre dans l'idée de l'autonomie et de l'IA dite forte. Voilà. Mais ça, on ne sait pas le faire. Et on ne sait même pas quelle est la direction pour le faire. C'est-à-dire que... Donc, actuellement, tous ces systèmes, on leur a bien posé une question, on leur a dit tu vas faire ça, et même quand on fait ce qu'on appelle du semi-supervisé, on fait du renforcement, etc., on leur donne bien un objectif externe qui doit ajuster, l'objectif peut bouger, etc., mais que la machine se fixe à elle-même sa propre intention pour aller fabriquer quelque chose dont elle ira chercher les données qui correspondraient au projet qu'elle s'est elle-même formé. Voilà, on est actuellement dans la science-fiction, et ce qui est toujours, on revient au débat initial, c'est ce qu'on a quand même en tête dans cette affaire. Il y a bien toujours, hein, on l'a tous dit, je crois, mais un couplage incroyable entre cette forme-là de l'IA et nos sociétés. C'est des couplages entre la société et le calcul qui sont constants. Les gens de l'IA symbolique voulaient que la machine soit autonome, ou ils la faisaient jouer dans un tout petit espace, un échiquier d'échecs, c'est tout petit comme monde. Mais en fait, ce que font ces IA, c'est les voitures pour apprendre, elles apprennent les routes, elles font des kilomètres et des kilomètres pour apprendre un arbre, un tournant, etc. Elles passent leur temps à apprendre des données que nous leur fournissons, dans un couplage où elles prennent nos données et nous leur donnons des objectifs et des intentions pour l'instant. Merci. Si on se comporte bien, les intelligences artificielles se comporteront bien, en fait. C'est un peu la conclusion, c'est-à-dire que tout ça retombe sur nous, in fine. Donc, si on cesse de fréquenter, et toi en particulier, des sites... que je ne qualifierais pas, on aura moins de problèmes. Merci beaucoup pour cette conférence qui était dense. Je vous sens tous un peu fatigués, un peu attaqués, mais... Donc la bonne nouvelle, c'est que une intelligence artificielle autonome n'est pas encore pour demain. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des gens qui font du vin dans ce monde. Donc il y a du vin, du champagne, il y a tout à boire. Merci et à bientôt.